Rebonjour à tous et à toutes. Non, allez, bonjour à toutes d'abord, honneur aux dames, et puis bonjour à tous. On vous retrouve, c'est presque une des dernières fois déjà sur le plateau de l'espace bien-être de, vous le savez, de notre partenaire, hein, le magazine Pause Santé, et puis voilà, de ce bel endroit. Et puis je suis très très fier et très content parce que l'hôte de marque que je vais recevoir maintenant s'appelle Damien Abad. Il est député européen. C'est le plus jeune député européen français de l'histoire, qui a commencé effectivement en 79. Et Damien Abad, je suis ravi de vous recevoir. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, plus jeune député européen de France, ça vous pèse sur les épaules, on vous en parle, on vous le dit tout le temps Oui, vous savez, quand j'ai été élu, il y avait deux sentiments. D'abord, un sentiment bien sûr de joie et de fierté de pouvoir être le plus jeune député européen de toute l'histoire, mais je crois aussi surtout une immense responsabilité qui est celle de rapprocher les jeunes avec la politique et surtout les jeunes avec l'Europe, parce que malheureusement, ils ont quelque peu décroché quand on regarde les résultats des derniers référendums ou sondages. Et donc je crois que oui, il y a une immense responsabilité, un immense défi à relever qui essaie justement de réconcilier les jeunes avec cet idéal européen. Alors moi je suis ravi parce qu'on va parler d'Europe et l'Europe c'est un sujet qui me tient fort à cœur. D'abord parce que né dans ce petit pays qu'est la Belgique, qui est au centre de tout et qui a toujours dû négocier pour vivre, puisqu'on a été créé avec 3 communautés différentes qui ont dû s'entendre, et puis siège aussi de toutes les instances. Je dois vous dire que je suis très jaloux parce que depuis 2 ans j'habite en France et Bruxelles me manque un peu et je suis très jaloux que vous viviez à Bruxelles en partie. Comment vous trouvez ma belle capitale ? D'abord, elle est très belle, je la connaissais bien auparavant puisque j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et puis surtout, c'est vrai, comme vous dites, c'est le symbole d'un pays qui se mélange, qui est métissé et qui surtout montre qu'on est ouvert sur les autres. Et la Belgique, c'est ce petit pays qui est au milieu, un peu comme, vous savez, le Benelux qu'on disait à l'époque, hein, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Et donc moi, j'aime beaucoup Bruxelles de par son ambiance, son atmosphère. Bon, c'est vrai qu'en venant du sud de la France, on a parfois l'impression qu'il pleut un peu trop souvent, mais ça, vous allez voir. et puis aussi, vous vous rappelez aussi que même si vous êtes en France, vous n'êtes pas complètement malheureux, puisqu'il y a quand même le Parlement européen qui est à Strasbourg. On y tient beaucoup, vous le savez, et c'est là aussi un beau lieu et une belle ville aussi à découvrir. Alors c'est vrai que Strasbourg est une de mes villes préférées au monde, une de mes villes préférées au monde, c'est vrai de vrai. Quand elle est couverte de géranium, c'est absolument incroyable. On ira peut-être faire un visio-cité un de ces jours. Par contre, monsieur le député, est-ce que vous acceptez, vous savez, alors nos téléspectateurs savent que nous allons tourner un reportage, ce sera le 3e Visiocité, donc je vous rappelle que ça c'est un reportage de 3 jours sur une ville que nous allons vous présenter de manière à contre-pied, on va dire, voilà. Je vous rappelle qu'on commence en septembre par Clermont-Ferrand, où Manuel Ponce, le comédien, sera notre guide privilégié. Nous aurons ensuite Montauban et Nantes, qui sont les 2 villes qui accueillent les sièges national et international de Network Visio. Et en novembre, nous serons dans ma belle ville de Bruxelles. Et alors nous avons un guide qui s'appelle Serge Fige et qui s'occupe de personnes âgées. Et est-ce que vous acceptez, monsieur le député, de nous servir de guide au Parlement et puis d'expliquer un peu avec nous et avec nos caméras à nos téléspectateurs ce que c'est que l'Europe et comment ça se passe un peu concrètement? Est-ce que vous êtes prêt à nous guider un peu quand on viendra, j'espère vous voir en novembre? Avec grand plaisir, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Je suis prêt à vous guider, à vous montrer et ouvrir les portes du Parlement européen et puis à vous expliquer aussi l'Europe, à vous, aux différents téléspectateurs. Je crois que c'est important justement que les institutions européennes s'ouvrent au grand public. Vous savez que les commissions du Parlement européen sont les seules commissions qui sont ouvertes au public, puisqu'il y avait à l'Assemblée nationale française, au Sénat, ces commissions-là sont fermées et nous avons dans la grande majorité des cas, des commissions qui sont ouvertes, donc un Parlement qui vraiment essaye de montrer comment il travaille, parce qu'on ne connaît pas forcément souvent la nature du métier finalement de parlementaire européen. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte, sur quel sujet vraiment il travaille et surtout comment il le fait, puisqu'il y a vraiment des différences culturelles assez fortes entre les 27 États membres. Et donc avec grand plaisir, je vous accueillerai, non seulement je vous accueillerai, mais j'ouvrirai les portes et puis surtout on essaiera de vous montrer comment fonctionne un Parlement européen et comment fonctionnent les parlementaires européens. Et vous allez voir, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais au Parlement européen, c'est 2 choses. D'abord, la montée en puissance de cette institution-là. Je crois que la Commission européenne a été l'institution qui a lancé le processus européen et je pense que le Parlement européen sera l'institution communautaire de demain. Et parce que c'est l'instance démocratique. Et puis, la deuxième chose aussi qui m'a marqué, c'est la forte prégnance de la culture allemande au sein du Parlement européen. J'imagine que vous avez peut-être pu vous en apercevoir, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment frappant. Alors, vous êtes membre du PPE, qui est le Parti populaire européen, qui est majoritaire, rappelons-le, au Parlement européen. Petite digression, mais qui m'intéresse. Comment vous, qui êtes le plus jeune député européen français, vous auriez réagi si à un moment, je crois que Jean-Marie Le Pen est le plus âgé ou est le doyen, c'est ça? Et à un moment, il était question que tout le monde refuse au moment d'une élection, que même pendant quelques heures, il soit président de fait.
Comment est-ce que le Parlement aurait réagi si c'était arrivé? Oui, effectivement, dans les statuts du Parlement européen, il était bien indiqué que le doyen de l'Assemblée devait être celui qui présidait la séance, la session inaugurale. Et donc, forcément, ça posait un certain nombre de difficultés. Moi, j'aurais réagi d'abord en ne venant pas, en ne me présentant pas à cette session inaugurale. Je crois qu'une solution a été trouvée. C'est désormais le vice-président qui a donc présidé la session inaugurale. Vous savez, au moment où on a installé le nouveau président, M. Buzek, du Parlement européen, qui est un Polonais, qui est un démocrate, qui a vraiment dans son pays œuvré pour la démocratie, et on sait le poids et l'importance, je dirais, de l'Europe au sein de la Pologne, et l'importance qu'a eu M. Buzek aussi. Et donc je trouvais que ça aurait été dommage que dans le même temps où on élisait ce président au Parlement européen et on fait symbole de l'ouverture à l'Est, et je dirais que l'Est qui s'ouvre aux démocraties, et en même temps avoir nous, en France, le doyen Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, j'ai été quelque peu déçu, j'ai regretté que le seul parlementaire français qui ait pu prendre la parole lors de cette session inaugurale a été Bruno Gollnisch. Et donc je crois qu'on a autre chose à faire, on a autre chose à démontrer. Je l'ai dit souvent dans la campagne, je préfère que la France envoie le Benjamin des eurodéputés français, le Benjamin des eurodéputés plutôt que le doyen au Parlement européen. Comme par hasard, je connais ce Benjamin. Hein, voilà, on l'a avec nous encore pendant une quinzaine de minutes, j'imagine. J'ai pas de chronomètre en tête, mais alors il y a une chose qui m'épate chez vous, c'est on s'est rencontrés hier soir au cours du dîner de clôture. Et il y a quelque chose qui m'épate, c'est que non seulement vous êtes jeune député, le plus jeune français, on parlera peut-être du nombre de jeunes députés de votre âge qu'il y a au Parlement, mais vous êtes aussi un député différent, on va pas s'étendre sur la question, mais vous vivez votre différence au grand jour, vous êtes député. Comment ça se passe? Et puis je vais vous poser une question, elle est peut-être pas politiquement correcte, c'est pas le mot politique qui compte, mais comment ça se passe? Et est-ce que les gens sont mal à l'aise quand ils doivent vous serrer la main? Moi, ça, c'est un truc qui me... Moi, hier, on n'a pas ressenti le moindre malaise. Et comment est-ce que vous ressentez? Et est-ce que ça vous permet de faire comprendre parfois des choses aux gens qui, j'imagine, même dans les couloirs du Parlement, doivent se sentir parfois dire « Ah, je fais quoi là ?» L'accueil est vraiment très bon, globalement, et que ça a été pendant la campagne, après, au moment du Parlement européen. Et au contraire, les gens sont demandeurs. Moi, j'ai toujours dit, c'est une question importante que vous soulevez, parce que j'ai toujours dit que mon handicap n'était pas la raison d'être de mon engagement, que la raison d'être de mon engagement, c'est parce que j'avais fondé un mouvement de jeunes qui représente un militant sur 5 au sein de mon propre parti politique, et qui donc m'a permis d'avoir un poids politique assez fort au sein de notre parti. Et donc, ce n'est pas la raison d'être de mon engagement, mais par contre, ce que j'avais dit aussi, c'est que si je peux faire avancer, bien entendu, cette cause, un certain nombre de choses, surtout qu'on a beaucoup de choses à apprendre au niveau des politiques du handicap. Je pense notamment à tout ce qu'il y a à faire en termes d'accessibilité, ou cette idée de carte d'invalidité communautaire, et puis surtout cette importance d'avoir une approche globale. Vous savez, le handicap, c'est comme la diversité, c'est comme la jeunesse. Il faut avoir une approche globale et multidimensionnelle. Il ne faut pas penser simplement le handicap que quand on fait une loi sur le handicap, il faut y penser dans toutes les lois, parce que c'est ça l'intérêt, et surtout c'est ça qui améliorera la condition de vie des personnes différentes. Mais voilà, mon idée, c'était vraiment de faire très attention, de ne pas s'enfermer dans cette image-là, parce que, encore une fois, mon engagement politique ne date pas d'aujourd'hui, il est long, il est complexe, et voilà. Mais simplement, c'est vrai que... Et donc le regard des autres a été très bon et surtout demandeur. Et je crois que ce que je voulais démontrer à travers ça, c'est de montrer que c'est pas parce que on est différent des autres qu'on n'a pas le droit de représenter les autres. Et je crois que c'est ça surtout qui est important, c'est pas parce qu'on est différent qu'on va se cacher, bien au contraire. Et l'accueil est très bon et ça ne me pose pas de problème de serrer les mains, sauf sur certains leaders. Mais voilà, mais vraiment non, il y a aucun souci là-dessus. Et même moi, j'ai été agréablement surpris par la qualité vraiment de l'accueil des gens dans la rue, parce que c'est ça, dans la rue ils sont vraiment demandeurs, et c'est vrai que c'est assez, pour moi c'était quand même assez fort. Alors, ce qui nous permet d'évoquer Marie-Claire, je vais rebondir 2 secondes là-dessus, vous m'en excuserez, mais c'est très important. Je crois qu'on vous l'a présenté hier soir, Marie-Claire, la maman de ce jeune homme handicapé qui travaille de chez lui, qui souffre d'une maladie qui fait qu'il se déboîte les articulations régulièrement et donc il ne peut pas travailler dans le circuit normal. Et grâce à Network Visio, il a depuis 1 an, ses bureaux sur leur carte de visite, c'est amusant. Vous vous souvenez hier que j'ai reçu Marie-Claire, la maman de Francis, justement, ce jeune homme, et qui nous expliquait qu'ils ont perdu leur bureau de 80 mètres carrés. Leur but étant de faire travailler des handicapés à la maison. Alors moi, j'aime pas trop le mot moins valide, mais, parce que beaucoup de moins valides m'ont dit pourquoi tu parles de validité, d'amoindrissement, et qui préfèrent le mot handicapé. Je sais pas, est-ce que vous avez une opinion là-dessus d'ailleurs, rapidement?
Sur le terme générique en lui-même, non. Moi, ça me dérange pas. C'est vrai qu'invalide, c'est pas forcément le terme le plus adapté. Mais non, moins valide. Moins valide, oui, mais c'est pas forcément le terme le plus adapté. Ça, c'est certain, parce que ça fait toujours une impression d'amoindrissement, de moindre chose. Et je pense qu'il vaut mieux qualifier de handicap, tout simplement. Et puis voilà, un chat. Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là. Mais juste pour revenir, c'est important. C'est important à la fois. Vous savez, ce qui est important pour l'insertion des personnes handicapées, c'est qu'elles puissent avoir une vie comme les autres et qu'elles puissent s'intégrer dans les autres. Et donc il y a deux types de handicap. Il y a ceux qui effectivement sont dans une situation où ils ne peuvent pas se rendre par exemple sur le lieu de travail, comme c'est le cas de ce garçon dont vous parlez tout à l'heure. Et donc c'est important qu'ils puissent se sentir utiles à la société, qu'ils puissent apporter et puis qu'ils puissent aussi donner ses compétences à la société, et que donc justement le télétravail permet ceci, et le fait de pouvoir travailler à la maison, je trouve ça génial. Et puis il y a d'autres catégories de population, Je vous interromps 2 secondes. Rappelez-vous, autre catégorie. Je reviens à Francis et je voudrais juste vous rappeler que hier j'ai lancé un défi. Nous avons lancé un défi tous ensemble à Jean-François Copé. Je voudrais juste dire que j'ai eu l'occasion ce matin, on a franchi un premier cap vers la réussite du défi, puisque vous le savez, les 80 mètres carrés de bureau de Francis ont été perdus, que j'ai rencontré ce matin Jean-François Copé. Il m'a promis de regarder les images que nous avons tournées hier en recevant Marie-Claire. Donc je voulais juste vous le dire, le premier pas est franchi vers le défi. J'espère qu'il pourra faire quelque chose, mais en tout cas, il m'a promis qu'il visionnerait l'émission et qu'il ferait son possible pour essayer d'apporter une petite pierre. Et qui sait, peut-être trouverons-nous grâce à lui, à Meaux, 80 mètres carrés de bureau, puisque justement Francis n'est pas seul à travailler en télétravail de chez lui, mais il a créé une entreprise qui fait travailler des handicapés à domicile pour leur rendre au moins cette intégration du travail. Voilà, on parlait d'autres catégories, mais je voulais signaler juste parce que j'allais l'oublier, un politicien qui, on va voir s'il tient sa promesse, mais déjà un politicien qui s'arrête dans un couloir, qui accepte de me parler et d'écouter, de promettre en tout cas de regarder l'émission. J'avais promis moi qu'elle serait sur son bureau. Nous en sommes en tout cas à ce pas franchi. Je voulais vous le dire parce que hier vous avez été nombreux et j'espère à réagir. On n'a pas encore regardé sur le site, mais je sais que vous allez être avec nous dans ce défi. Voilà, on revient aux différentes catégories. Juste un mot, je peux vous dire bien sûr, parce que je connais bien Jean-François Copé, parce que j'étais à l'Assemblée avant, et donc je pense qu'il tiendra sa promesse, le connaissant, et ça m'étonne pas de lui, et sa sensibilité là-dessus est assez forte, et donc j'en suis très heureux. Mais vous voyez, donc cette première catégorie de population-là, il faut développer ces conditions de télétravail. Il faut que, justement, que des 80 mètres carrés, un certain nombre d'appartements comme ça qu'on sait qui sont inoccupés, un certain nombre de locaux qui sont mis à disposition. Je crois que ça serait vraiment bien, en tout cas, que toutes ces personnes-là puissent accéder au travail. Et puis la deuxième catégorie de population, ce que je disais, donc il y a ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et puis il y a ceux qui le peuvent et qui doivent être au maximum intégrés dans la société. Alors les quotas, on en est loin dans les entreprises, hein. Oui, parce que vous savez qu'il y a une règle. Le problème, c'est que cette règle n'est pas respectée, et que les entreprises aujourd'hui préfèrent payer l'amende plutôt que de respecter la grève. Mais c'est vrai, ils préfèrent être pénalisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que être pénalisé par volonté plutôt que de faire quelque chose ou de respecter la loi, ça paraît complètement illogique pourtant, non ? Oui, mais c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les administrations aussi françaises qui n'ont pas forcément notre exemple. C'est en train de changer. Mais vous voyez, c'est pas qu'une règle législative. C'est un changement de mentalité qu'il faut. Et ça prend du temps. C'est un changement de culture, un changement de mentalité. Moi j'ai été frappé au Parlement européen de voir l'avance que peuvent avoir les pays scandinaves et les pays anglo-saxons sur cette question-là. Et vraiment, ils sont en avance sur nous là-dessus. On a beaucoup de progrès à faire. Et je sais que, en tout cas, qu'il y a une volonté du gouvernement de faire en sorte de changer cela. Je connais très bien Valérie Létard qui était au nouveau centre chez nous, au secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui maintenant s'occupe de l'économie verte, mais qui a compris qu'il fallait avoir cette approche globale-là, justement, et permettre, je dirais, à ces personnes handicapées d'avoir la vie la plus normale possible, entre guillemets, parce que j'aime pas trop non plus ce terme-là, mais au moins leur montrer qu'ils sont utiles à la société et surtout qu'ils sont des personnes comme les autres et qui sont intégrées avec leurs différences. Alors pour moi, un centre, c'est un point au milieu d'un cercle. Alors qu'est-ce qu'un nouveau centre ? Puisqu'on peut le dire, voilà, votre parti en France, c'est le nouveau centre. Qu'est-ce qu'un nouveau centre ? Est-ce que c'est un centre qui va tenter de bouger un peu le point de gravité ? Est-ce que c'est un nouveau centre qui va tenter de lobbyiser les choses pour faire changer les mentalités ? Enfin, voilà. On peut se permettre, là, on est au milieu des entreprises, mais rien ne nous empêche de parler politique aussi, et on l'a fait avec encore le directeur général du Nouvel Observateur tout à l'heure.
Oui, rien ne nous empêche de parler politique, surtout qu'on est le parti qui défend les petites et moyennes entreprises et on essaye, vous savez qu'on a mis en place ce qu'on appelle un Small Business Act à la française qui est de permettre à ces petites entreprises d'avoir un accès privilégié au marché public parce qu'aujourd'hui malheureusement seules les grandes entreprises ont cet accès-là et pas les petites et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui en France on manque de petites et surtout de moyennes entreprises, des entreprises qui n'arrivent pas à se développer et le tissu de ces entreprises allemandes est beaucoup plus fort. C'était juste un point là-dessus. Je reviens sur votre question qui est majeure. Le nouveau centre, on a fait nos universités d'été à Agen la semaine dernière. Que nous couvrions d'ailleurs. Oui, et dont l'intitulé était, sur nos t-shirts, c'était le nouveau centre, c'est l'UDF aujourd'hui. Notre volonté... Est-ce que vous avez envie de redevenir l'UDF? Ça se dit dans les couloirs. Oui, mais on a envie d'être plus que ça. On ne peut pas simplement ressasser le passé et simplement dire, ben voilà, on est juste l'UDF. Il faut qu'on soit l'UDF en termes d'héritage, en termes de valeurs que l'on défend, ces valeurs humanistes, solidaires, et en même temps, il faut aussi qu'on propose autre chose. Et si vous me laissez 2 minutes sur cette question-là, je vais essayer de vous expliquer. Même 5 si vous voulez. 5 si vous voulez, c'est parfait alors. Donc, sur cette première partie, cet héritage-là, il est important. Parce que souvent, vous savez, vous savez, le nouveau centre, c'est ce qu'on appelle il est mal né. Il est mal né parce que la personne qui sont partis, c'est des parlementaires, étaient considérés un peu comme des traîtres à leur chef François Bayrou, ou alors considérés comme un peu des godillots de la majorité présidentielle qui finalement ne servaient pas à grand chose. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une demande, et en tout cas si on analyse un peu l'état de l'opinion, il y a une demande de la société pour justement ce centre-là qui soit autonome. Mais autonome, ça ne veut pas dire seul. Et c'est là où il y a une erreur, c'est là où moi j'étais pas d'accord avec la stratégie de Marielle de Sarnez et François Bayrou. Autonome, ça veut pas dire seul. Quand vous êtes autonome, forcément, vous êtes obligé de faire des alliances entre les deux tours parce que c'est ce qui vous permet d'exister. Sinon, vous faites comme à l'élection présidentielle, vous faites 7 millions de voix et vous avez 0 parlementaire. Vous savez, je dis souvent que François Bayrou, c'est le contraire de l'alchimie, c'est le seul qui a transformé 7 millions de voix en 0 parlementaire. Et je crois que ce qui est important, et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Le centre de demain, ça doit être donc ce parti à la fois autonome, qui doit rassembler trois rivières. Vous savez, je dis souvent que le centrisme, c'est comme le sarkozysme, c'est un fleuve à différentes rivières. Il y a une première rivière qui est cette rivière radicale. Les radicaux, aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un papier entre les radicaux et nous de différence. Et la deuxième rivière, c'est cette rivière démocrate. Parce que, et c'est ça qui me plaisait dans le nom Union pour la démocratie française. La plus importante, c'est la rivière démocrate. C'est la rivière démocrate, c'est la plus importante et c'est ce qui nous représente, c'est ce qui nous différencie de l'UMP, cette culture de débat, de démocratie. Je crois qu'elle est vraiment forte chez nous. Et puis la troisième chose, c'est cette rivière humaniste. On l'a vu sur certains sujets. On s'est par exemple opposé sur les franchises médicales. On a vraiment défendu par exemple le revenu de solidarité active. C'est un de sujets, même si c'est pas connu encore du grand public, forcément, parce que c'est à l'Assemblée et que ça se passe pas forcément sur le terrain médiatique. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous, on doit être en avance. Et moi, ce que j'ai dit surtout, c'est que le parti de demain, ce parti centriste de demain, si on le veut vraiment qu'il soit fort, qu'il soit puissant, parce que les idées sont majoritaires dans notre pays, j'en suis persuadé. Et il faut qu'il concilie 4 choses. La première, c'est une conciliation entre renouveau et diversité. On en a parlé, moi j'ai eu l'occasion hier de rencontrer la chef de la porte-parole diversité de Laurence Parisot. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est important. Le parti de demain, ça sera celui qui fait la place à ces jeunes qui sont issus de la diversité, issus de l'immigration, mais une vraie place conséquente et surtout qui regardera les rives de la Méditerranée, je dirais, non pas comme une terre de tous les dangers, mais au contraire comme une terre d'espérance, une source d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ces pays-là. Et le renouveau, moi je l'incarne dans mon parti politique. Vous savez, il y a le président des jeunes UMP qui est venu nous voir et qui nous a dit, nous on l'a dit, vous l'avez fait. Mais je pense que demain il faut que tous les partis le fassent parce que c'est vraiment important, ce renouvellement de la classe politique et des élites politiques. C'est ce qui permettra cette fluidité-là et qui permettra justement d'éviter le cumul des mandats et toutes les dérives qu'on peut avoir dans notre système. Le deuxième pôle, je suis un peu long sur ce thème, mais je vais essayer d'aller plus vite. Deuxième pôle, c'est entre liberté et responsabilité. Un parti centriste, c'est un parti qui défend la liberté, pas seulement économique, mais au niveau des sociétal aussi, la liberté syndicale, la liberté associative, dans tous ces domaines-là, et en même temps qu'il y a une exigence de responsabilité. Parce qu'une société qui est libre, c'est d'abord une société qui est responsable et d'abord qui exige la responsabilité. Et vous le déclinez dans tous les domaines, dans les domaines écologiques, dans le domaine économique, dans le domaine humanitaire, dans tous les domaines, vous pouvez avoir une politique qui concilie ces deux exigences-là. Ensuite, je crois que ce qui est important pour un parti centriste, c'est aussi, et là j'en sais quelque chose, c'est un parti qui conciliera Europe et région. Vous savez qu'on est ce parti qui est les plus décentralisateurs possible. On croit en l'autonomie des régions au sens de la gouvernance, pas l'autonomie pour se faire plaisir, mais simplement parce que, vous savez, le pouvoir économique demain, ce sont les régions qui doivent l'avoir. Les décisions ne doivent plus seulement se prendre à Bercy.
C'est un peu l'exemple belge, ça aussi. C'est un peu l'exemple belge, c'est un peu l'exemple allemand, c'est un peu l'exemple espagnol, c'est un peu l'exemple des différents pays européens et on est un peu à la traîne sur ce retard-là. C'est vrai qu'on a une culture historique sur l'État, etc., qui est assez forte, mais pour moi, l'État, il doit être stratège, il doit être pilote et ça ne doit pas être l'acteur économique principal et ça, il faut qu'on change et donc ce lien entre Europe et région est important. Et puis, enfin, je dirais que c'est ce lien entre humanisme et efficacité économique. Vous savez, il y a une nouvelle éthique politique à repenser. Cette nouvelle éthique, c'est celle qui combine les deux. Humanisme, c'est-à-dire penser aux personnes et penser à l'économie en même temps. Mais penser à l'économie et aux personnes en même temps, c'est ce qui vous permet par exemple de dire je préfère avoir un RSA qu'un RMI parce que c'est ce qui remet les gens sur le marché du travail. C'est par exemple dire qu'on va combattre l'injustice fiscale et qu'on va supprimer un certain nombre d'avantages fiscaux qui sont faits sur les très grosses fortunes. C'est plein de choses comme ça. C'est par exemple défendre la réforme sur l'hôpital. C'est par exemple s'opposer aux franchises médicales. Je pourrais balayer tous les sujets comme ça, mais voilà ce que c'est que le centre. Ça doit concilier toutes ces exigences-là. Ça doit être des valeurs d'équilibre, je dirais, et en même temps d'humanisme profond. Et je suis sûr qu'il y a une place pour le centre dans cette société française, j'en suis certain. Maintenant, on doit le prouver dans la vie politique que le centrisme, ce n'est pas qu'un mouvement d'idées, c'est d'abord et avant tout une force politique. Et c'est en tout cas la tâche qui m'est chère et c'est celle pour laquelle je vais m'atteler ces prochaines années. Alors, on parle politique ce matin, mais c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse énormément de gens et on va essayer d'être clair. Là, on a eu une explication de ce qu'est la philosophie du nouveau centre. Moi, ce que je voudrais poser comme question à Monsieur Abad, c'est quel est le positionnement? Parce que la vulgarisation, c'est important aussi, je crois que les gens comprennent les choses. Quel est le positionnement du nouveau centre par rapport à la gauche, par rapport à la droite? Avec qui le nouveau centre est prêt à travailler? Est-ce que, voilà, quelles sont vos relations avec à la fois l'UMP ou le PS, avec les autres? Voilà, juste pour que les gens se fassent un graphique dans la tête et comprennent où vous vous situez et que votre langage soit vraiment compris d'un maximum de gens. Très simplement, le nouveau centre incarne cette frange du centre et du centre droit. Donc sur l'échiquier politique, nous sommes situés au centre droit. Ça veut dire qu'en termes d'alliance, quand les électeurs votent pour nous au premier tour et qu'on n'est pas au second tour, ils savent pour qui ils voteront au second tour et surtout ce qui on se souviendra. Donc on travaille bien entendu avec l'UMP, avec l'ensemble des composantes de la majorité présidentielle, aussi avec les radicaux, aussi avec les radicaux de gauche et aussi, je dirais, avec les ex-UDF, les ex-Modem déçus. Vous savez, je suis chef de file au régional dans ma région en Rhône-Alpes. Et donc j'ai en tout cas pour idée éventuellement qu'on puisse monter, en tout cas j'aimerais un jour qu'on puisse monter une liste centriste. Cette liste centriste, elle irait des centristes de l'UMP aux radicaux de gauche. Vous voyez, radicaux de gauche, radicaux, centristes de l'UMP et nous qui incarnons l'UDF. Donc voilà, on est pleinement dans la majorité présidentielle parce que d'abord on croit à la politique du président de la République, ça c'est une certitude, parce que on pense que la majorité a besoin de deux piliers. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la Ve République qu'un seul parti hégémonique et dominant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'UMP est beaucoup plus fort que nous, mais je pense que l'UMP aussi a besoin de nous. On l'a vu je vous prends un exemple, les dernières élections municipales de Aix-en-Provence, auxquelles on a voté, où il y a eu une victoire à 120 voix près. Si le nouveau centre n'avait pas été là, la mairie passait à gauche. Donc c'est ce qui nous sert de rassembler ces voix centristes-là autour du projet présidentiel et autour, je dirais, de la majorité présidentielle et de Nicolas Sarkozy. Et donc pour nous, c'est très clair. Et en même temps, ça nous donne une autonomie. Ça nous permet d'avoir, par exemple, des positions divergentes. On a eu Jean-Dionis du Séjour sur la loi création Internet, par exemple. Mais vous savez, donc vous avez plein de sujets sur lesquels on doit se différencier. On doit le faire beaucoup plus et surtout beaucoup plus en amont. Parce que plutôt que de s'opposer aux textes existants, moi je préférais qu'on propose de nouveaux sujets. Par exemple, moi je défends le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Alors ça aussi, en Belgique, juste une information, les citoyens européens peuvent voter à toutes les élections, excepté aux élections législatives. Mais tout ce qui est local, le droit de vote, vous proposeriez le droit de vote pour les étrangers élargi, ce qui est le cas aussi en Belgique d'ailleurs dans cette démocratie-là, c'est que tous les citoyens qui vivent en Belgique depuis X temps peuvent voter pour tout ce qui est régional ou local, mais pas encore au législatif. Oui, moi je propose le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Parce que c'est pas la même chose, effectivement, les élections nationales, il y a une condition de nationalité qui est logique et que l'on doit respecter. Mais aux élections locales, c'est différent, c'est une condition d'habitation. Et je ne vois pas au nom de quoi ces personnes-là qui vivent dans nos quartiers, qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes d'habitation, qui payent leurs impôts fonciers ou non fonciers quand ils ont des terres agricoles, ces personnes-là qui vivent comme vous et moi n'auraient pas le droit, elles aussi, de pouvoir s'exprimer. Et je crois que vraiment, c'est un sujet majeur. Je sais que c'est un sujet qui sera mis sur la table tôt ou tard. Je sais qu'il y a des divisions au sein même de notre propre majorité. Et moi, j'ai envie qu'on porte ce sujet-là parce que ça serait un beau symbole. Et c'est pas qu'un symbole, ce serait surtout montrer que c'est aussi une forme d'intégration pour ces personnes-là. Et donc oui, mais aux élections locales, parce que c'est deux choses différentes que les élections législatives et les élections municipales, cantonales et régionales.
Alors, je vous propose éventuellement sur Network Visio de vous replonger dans les VOD pour retourner à Agen, puisque le nouveau centre a fait son université d'été il y a quelques jours à peine. Je voudrais, avant de remercier Damien Abad, je voudrais lui demander de se plier à l'exercice habituel de tous les autres de Marc. Il nous reste vraiment encore 1 minute. En 3 mots, comment Damien Abad se définit? 3 mots, pas de phrase. Pour un politicien, je sais que c'est difficile de ne pas faire de phrase, mais juste 3 mots. Qui êtes-vous selon vous? On va dire 3 mots qui vous représentent bien. Voilà. C'est pour ça que je prends quelques secondes de réflexion. Je crois que le premier mot, c'est la détermination, la volonté et la loyauté. Alors la loyauté, c'est un beau mot de la fin. Vous savez que nous sommes loyaux à cet espace de détente depuis maintenant 3 jours. On est loyaux aussi à nos rendez-vous, puisque vous avez encore 5 rendez-vous, je pense, à peu près, avec l'hôte de Marc jusqu'à la fin de cette université d'été. Nous serons là après les autres. Nous allons aussi vous faire participer aux coulisses, des démontages, etc. Vous montrer tous les gens, les centaines de gens qui ont travaillé derrière à ramasser les poubelles, à apporter à manger aux autres. Voilà, ça fait partie aussi de l'humanisme de Network Visio. Je vous remercie en tout cas infiniment, Damien Abad, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, et je peux vous dire que votre initiative, c'est une belle initiative. J'espère que Zéloalpra, c'est aussi ce qui permet de rapprocher les politiques du terrain. Et je trouve que vraiment ce réseau Network Visio, en tout cas moi, me plaît beaucoup, et j'espère que vous irez très loin dans ce domaine-là. Eh bien, merci beaucoup. Et puis rendez-vous, faites-vous un weblog sur Politique Visio. Voilà. À tout à l'heure. Et je vous retrouve toujours dans ce beau campus d'HEC dans très peu de temps. À tout à l'heure.